J'espère que vous avez bien mangé. On va démarrer tout soudain, comme on dit en francophonie, la prochaine table ronde qui va se consacrer à une autre question de frontière, celle entre la minorité et la majorité. Table ronde qui est intitulée Entre minorité et majorité, des réalités similaires, mais des accompagnements différents, avec un point d'interrogation. Cette table ronde, elle va se poser la question du moment de l'adolescence, celui qui est entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. Elle va le regarder comme un moment particulier, un moment où on fait des expériences, pas toujours faciles, où on est en pleine mutation. Et ces mutations-là, elles vont être très clairement influencées par le cadre de vie, les conditions dans lesquelles on a grandi et les conditions dans lesquelles on se trouve à ce moment-là. C'est un moment où il y a beaucoup d'expériences qui peuvent se faire dans le domaine de la consommation des substances, dans le domaine des jeux, dans le domaine de la sexualité et dans d'autres domaines connexes. C'est un moment de construction. Mais c'est aussi un moment où il est parfois difficile d'ouvrir la parole, de parler de ses expériences, de communiquer avec ses proches, ses parents, de communiquer avec les autorités, avec son école et de trouver de l'aide quand on peut en avoir besoin. Il y a au final relativement peu de moyens pour la prévention, on va le voir. Des fois, ce public est mal identifié. Il y a un travail à faire dans le domaine de la réduction des risques. Les accès ne sont pas universels. Il y a des frontières invisibles qui se dressent pour les mineurs à certaines prestations. Parfois, ça peut aller dans d'autres sens, de manière plus inattendue. Et même si on n'est pas forcément dans des situations d'addiction, la question de la gestion de la consommation, elle se pose de manière aiguë sans qu'on puisse véritablement en parler facilement. Il y a aussi au sein des groupes de mineurs, des groupes particulièrement à risque, notamment les mineurs non accompagnés dont on va parler aujourd'hui, des personnes qui peuvent avoir aussi des situations tendues avec la justice, qui peuvent rajouter des barrières à ce qui se passe à ce moment-là. Quand on est dans une situation illégale, on est encore regardé d'une autre manière, qu'on soit mineur ou majeur. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Quelle transition on peut apporter? Pour répondre à ces questions, on va avoir un panel international, comme depuis ce matin, avec Jade Bourgeaz de l'Université Québec à Montréal, Olivier Douce du Tremplin à Fribourg, Laurent Michel de la Croix-Rouge en France, à Paris, et Valérie Dekmin du Centre pour jeunes Enaden en Belgique. On va commencer sans plus attendre la discussion parce qu'il y a pas mal de sujets à aborder. Pour commencer, j'aurais voulu te poser une question, Jade, autour d'un concept qu'on a abordé lorsqu'on a préparé cette table ronde. Tu disais qu'on pouvait voir les mineurs comme un territoire colonisé par un regard moral et je trouvais que c'était une bonne manière de commencer la discussion. Est-ce qu'on m'entend? Ah, très bien. Oui, j'avais évoqué cette question. D'abord, je vais peut-être mettre en contexte parce que je parle un peu comme Gladys ce matin qui a dit qu'il y avait 2 chapeaux. Moi, malheureusement, j'en ai 4, alors ça devient confus un peu cette histoire. Mais bon, d'abord, je suis maintenant professeure à l'École de travail social de l'UQAM, mais je suis politiste de formation. Et puis, j'ai fait des études après un long parcours. On nous appelait les enfants des rues à l'époque. J'étais aussi consommatrice usagère de drogues injectables, donc j'ai fait de l'héroïne toute mon adolescence. Avant d'être enfermée, j'ai vécu aussi beaucoup en foyer. Donc, j'ai comme plein de chapeaux pour tenir ce propos que je propose et que j'ai mis sous la tutelle de cette idée que être mineur, en fait, l'enfance ou l'adolescence est un territoire colonisé par nos États, par nos politiques, par nos interventions également. Et je ne l'utilise pas simplement comme une métaphore. Je l'utilise vraiment par observation, par plusieurs années de recherche aussi sur le système pénal, de justice pénale pour adolescents au Québec. Je suis venue aussi en France avec une mission droit-justice faire ce que vous appelez les centres éducatifs fermés et l'équivalent chez nous qui sont des prisons juvéniles dont on ne dit jamais le nom. Hein. On n'aime pas
s'avouer qu'on a ces pratiques carcérales avec les adolescents, avec les mineurs. Donc, cette observation-là, je la fais parce que c'est notre impensé, en fait. Et la question coloniale est un impensé dans nos sociétés, est un impensé dans nos pratiques. Et la question des mineurs est le grand impensé des approches de réduction des risques. C'est-à-dire, c'est comme la situation limite. Dès qu'on parle des mineurs, et on a eu la discussion hier lorsqu'on visitait l'espace de consommation, la question des mineurs est arrivée. Et dès qu'on sort cette question-là, tout d'un coup, tout ce qui est moral, avec toutes les catégories morales avec laquelle on traite la consommation, ressortent soudainement, même si on a une très grande expertise en gestion des risques. C'est vraiment notre impensé, c'est notre situation limite. Et je dis souvent quand je vis en Europe, comme j'ai le faux privilège de venir de l'Amérique, ce qu'on fait de pire est votre avenir. Donc, j'aime bien vous parler de votre avenir, chers Européens, sur qu'est-ce qui se passe chez nous actuellement dans le traitement de ces questions-là avec les adolescents. Bien sûr, je ne parlerai pas de la petite enfance parce que c'est une autre question, c'est un autre débat. Et souvent, les usagers, usagères sont plutôt dans leur adolescence et on aura toutes sortes de catégories aussi pour avoir un traitement différencié, c'est-à-dire, dès que ça fait notre affaire, on les traite comme des adultes. Dès que ça fait notre affaire, on les traite comme des enfants. Et ce qui me marque vraiment dans tout ce qui a été dit ce matin, puis je pense notamment à la question des consommations de substances en milieu de travail, ça me faisait penser à une chose qu'on doit se rappeler, on ne réprime pas n'importe qui, n'importe comment, et on ne réprime pas les individus, les communautés, toutes de la même façon. Et il y a des catégories d'individus dans nos sociétés qu'on réprime d'une façon où on est à l'aise de le faire. On est plus à l'aise parce que, justement, ça repose sur des principes moraux. Et ajoutons à ça la question du genre. Je pense qu'elle est extrêmement importante lorsqu'on parle des adolescents parce que on ne réprimera pas et on ne contrôlera pas les jeunes filles comme on contrôle les jeunes garçons. J'aime souvent dire que les jeunes garçons, on les juge pour ce qu'ils font. Les jeunes filles, on les juge pour ce qu'elles sont. Et la prise en charge ne sera pas du tout la même. Donc, on aura une réponse pénale aux garçons et on aura une réponse thérapeutique pour les jeunes filles. Et les finalités de l'intervention vont toujours dans les deux sens, chercher une certaine normalisation. Et puis, cette question-là de la consommation est extrêmement importante, l'usage de substances chez les adolescents, parce que quand je dis territoire colonisé, c'est un territoire où on se permet tout, un peu comme on le fait avec les catégories les plus pauvres de la société. On n'a pas beaucoup de limites à comment on intervient. On se croit souvent tout autorisé. Et avec les jeunes qui viennent de quartiers populaires, qui viennent de communautés racisées, et selon le genre, on aura des pratiques beaucoup plus intrusives, beaucoup plus moralisantes. Et la prévention, même la prévention va prendre ces couleurs-là. Je pense, par exemple, en Amérique, on pense souvent que lorsqu'on parle de prévention, on parle tous le même langage, mais je peux vous garantir que nos politiques, lorsqu'elles parlent de prévention, ne parlent pas le même langage que des gens qui travaillent dans des espaces, par exemple, de consommation supervisée. On dira, on a des pratiques de prévention qu'on appelle de prédiction, que vous aurez aussi un jour, où on essaye, même avant la naissance aujourd'hui, d'identifier le risque de délinquance, le risque de consommation. Donc, on va cibler des familles en particulier, et ça va marquer le parcours. Ça va marquer le parcours scolaire, ça va marquer le parcours en institution, comme en protection judiciaire de l'enfance, par exemple, et ultimement par la prison, parce qu'il y a toutes sortes de conséquences à ces parcours-là. Donc,
on poursuivra la discussion, mais sur cette question de territoire colonisé, d'impensé, c'est qu'on a tous des biais lorsqu'on parle des adolescents et même lorsqu'on est dans des pratiques d'accompagnement qu'on dirait plus alternatives par rapport à des modèles dominants d'intervention, on a aussi ces biais-là aussitôt qu'on parle des adolescents, notamment des mineurs. Donc, on l'entend bien, effectivement, on a commencé à soulever un certain nombre d'enjeux qui seront liés autour de l'accompagnement des mineurs et des adolescents. Toi, Olivier, tu travailles dans un résidentiel de la Fondation Le Tremplin, dans le canton de Fribourg, en Suisse, qui accompagne justement des mineurs. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel regard est-ce que vous portez sur ces situations des jeunes et puis quels sont les enjeux? Oui, alors bonjour chers collègues. J'ai fait une petite présentation PowerPoint. Merci Romain, je suis le seul à en avoir une. Donc, ça me tenait à cœur qu'il y ait le mot pragmatique dans le titre et vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour répondre à ta question, je vais juste d'abord présenter un tout petit peu le parcours Horizon. Et ce qu'on fait, et notamment la réduction des risques. J'ai demandé à mon équipe de me créer une petite définition de comment ils voyaient la réduction des risques avec les mineurs. Et puis, quelle était faire une phrase pour expliquer réellement ce qu'on fait. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Oui, on ne fait pas de la réduction des risques avec des mineurs parce qu'on adore ça. Ça vient d'histoires de vie très dures, de situations qui nous ont été confiées et à laquelle on devait répondre et on savait au départ pas réellement ce qu'on faisait, mais on s'est formé, on s'est investi dans les situations et on a créé 2-3 choses qui peuvent être intéressantes. Donc, j'ai pensé cette présentation un petit peu comme une recette de cuisine, voilà, pour faire de la réduction des risques pour les mineurs. Ce que nous, on a mis en place, donc c'est important qu'on puisse compter sur les collègues. C'est important d'avoir un concept clair. On travaille avec le rétablissement. On a une dynamique agile, donc dans le management, c'est aussi très très important parce que les situations sont complexes, parce que les situations vont vite, parce que ce qui était valide le lundi ne l'est plus du tout le vendredi. Et avec les mineurs, encore plus. J'ai envie de dire, ils sont un amplificateur des problèmes qu'on rencontrait avec les majeurs. Mais nous, on considère qu'ils ne sont pas si différents des majeurs. Et puis, je vous explique un petit peu, un tout petit peu pourquoi. Lors de leur arrivée, ils ont épuisé tous les systèmes d'aide. Ils sont dans ce no man's land. Ils n'ont pas la place, ils n'ont pas leur place dans les systèmes adultes. Ils n'ont pas leur place dans les systèmes mineurs. J'ai comme plaisanterie, je dis toujours, un mineur qui ne s'est pas fait mettre à la porte 5 fois d'institution ne m'intéresse pas. C'est pas vrai, mais ça illustre un petit peu les parcours que ces jeunes ont vécu. Ils n'ont rien à envier à nos grands ados. L'ado le plus vieux que j'ai au parcours Horizon, il a 56 ans. Mais le comportement est vraiment similaire au plus jeune qui a actuellement 17 ans. On voit leur parcours. Leur parcours, c'est énormément de souffrance. C'est du rejet. Ils connaissent tout de la consommation, où aller chercher les produits, comment se procurer l'argent, les méthodes, je vous laisse à votre imagination, mais c'est jamais beau. Ils ont pas mal de ressources, ils sont créatifs, ça c'est absolument extraordinaire. J'aime à dire, quand je me fais avoir par ces jeunes qui me tordent, ça me réjouit. Parce que ça, c'est des compétences qui, une fois bien monitorées, bien orientées, vont faire des choses vraiment sympas.
Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la complexité de ces situations exige un encadrement et un accompagnement tout aussi complexe et c'est pour ça qu'on s'investit pour nos jeunes. Vous verrez par la suite comment on le fait et jusqu'où on va pour les aider. Voilà. Merci beaucoup. On voit du coup qu'il y a toute une adaptation à faire par rapport à des publics particuliers. Laurent, quand on a préparé, tu nous expliquais que dans ta structure, vous accompagnez des jeunes qui étaient considérés par la justice comme des délinquants, qui avaient des parcours parfois en marge de la loi. Comment est-ce que vous pouvez accompagner de la bonne manière ces personnes-là, ces jeunes-là qui se trouvent catégorisés par rapport à l'action de la justice ou de la police? Oui, merci. Alors la bonne manière, je ne sais pas si, comme tu le disais, je crois qu'il y a un challenge permanent sur la bonne manière de faire. En pratique, donc nous, on a ce qu'on appelle une consultation aux jeunes consommateurs en France. Donc c'est financé par l'Agence régionale de santé. On a 2 psychologues à temps partiel, un temps de pédopsychiatre, un éducateur et une secrétaire. Et donc une équipe qui investit dans bien sûr de l'évaluation et du soin, mais aussi de la prévention, sur la population qu'elle accueille, mais aussi dans les lycées, collèges, etc. Aussi en thérapie familiale, puisqu'ils sont formateurs pour la thérapie familiale. Et très vite, il y a eu des sollicitations dans ce contexte-là de la part de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est elle qui prend en charge les mineurs après ordonnance d'un juge quand il y a eu des actes de délinquance, pour intervenir successivement dans de plus en plus de structures. Donc là, il y en a 5 actuellement. Il y a 2 foyers qui accueillent 24 heures sur 24 des jeunes adolescents délinquants, 2 structures en milieu ouvert, dont une pour les mineurs non accompagnés. Et on intervient aussi donc, à la prison de Fleury-Mérogis, qui est une prison dans la banlieue sud de Paris, où il y a énormément de détenus, plus de 4000 détenus, mais un quartier jeunes détenus, où il y a un certain nombre de mineurs aussi. Alors le constat fait, je dirais, dans la prise en charge dans ces structures, c'est qu'initialement, la demande, c'était de prendre en charge les mineurs, aussi former à la thérapie familiale un certain nombre de professionnels dans ces structures, donc ce qui a été fait au début, mais sur le constat avec le temps que d'abord les mineurs restaient peu de temps. Donc c'était compliqué de faire des interventions structurées et d'établir une alliance avec ces jeunes sur des prises en charge, et que le plus souvent l'alliance elle était forgée avec déjà les éducateurs sur place et que ça venait plus parasiter qu'autre chose. Deuxièmement, d'abord sur la thérapie familiale qui avait pas de famille très souvent, ça c'est un constat aussi à faire. Et aussi qu'il y avait un renouvellement important des professionnels eux-mêmes qui intervenaient dans ces foyers. Donc intervenir sur ce mode-là n'était pas forcément le plus efficace. En fait, ce qui fonctionne le mieux actuellement, c'est d'intervenir auprès des équipes, en accompagnement et en supervision, je dirais, ou en analyse de pratique, je ne sais pas quel est le bon terme dans ce cadre-là, mais en tout cas pour les aider justement à consolider ce lien qu'il peut y avoir avec ces mineurs délinquants, puisque souvent c'est les personnes qui rencontrent dans ces structures sont souvent les seules avec qui ils peuvent établir sur un temps un peu durable des liens qui soient un peu moins insécures que ceux qu'ils ont pu établir avant dans le passé. Alors là-dessus aussi c'est greffé, donc on en parlera sans doute après, mais la question des mineurs non accompagnés, dans la mesure où c'est devenu un problème important pour la protection judiciaire de la jeunesse en France. Historiquement, on les estimait à 5000 en 2014, ils sont 20 000 actuellement en 2023.
Donc c'est une vraie problématique. Donc la majorité sont des mineurs qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui ont eu des conditions de vie très difficiles et un parcours migratoire extrêmement difficile aussi, mais qui posent absolument aucun problème sur le territoire français. Il y a une petite minorité qui, elle, justement, est très médiatisée et cristallise un peu tous les soucis, qui sont des enfants parfois, qui viennent plus souvent d'Afrique du Nord, du Maghreb, et qui sont très peu demandeurs de soins, polyusagers. Et là, effectivement, il y a un problème considérable. On parlait de l'Irica, c'est une drogue extrêmement commune, enfin un usage extrêmement commun dans cette population, avec une vraie dépendance et une association avec d'autres produits, donc qui est assez complexe, et une grande difficulté à ce qu'il y ait une affiliation à quoi que ce soit, un refus même de prise en charge. Et ça, c'est un vrai souci pour l'établissement de lien. Je dirais que le lien le plus solide que l'équipe a pu établir, c'est à travers l'accompagnement d'une prescription justement de l'Irica, quasiment à visée substitutive, ou via la prise en charge par les éducateurs, l'accompagnement, une délivrance qui est accompagnée aussi. On peut établir un lien qui se noue dans le temps et qui peut permettre de fonctionner par rapport à ça. Mais c'est loin d'être simple, et le problème de la minorité est un problème majeur, puisque vous savez qu'en France, c'est comme dans beaucoup de pays, c'est une estimation de l'âge sur le diagnostic, sur l'âge osseux, qui est tout à fait absolument pas fiable, et qui pose des vrais problèmes de prise en charge, puisque tant qu'on est mineur, on relève de l'aide sociale en France, et tout est pris en charge, les soins, etc. Dès qu'on est diagnostiqué majeur, on dégage, on ne s'occupe plus de rien. Il peut y avoir une OQTF, donc une ordonnance de reconduction à la frontière qui tombe brutalement, et donc un changement brutal de statut qui est un vrai problème. Donc, on l'a vu, hein, les mineurs et les jeunes, ils ne trouvent pas toujours forcément des lieux d'accompagnement qui sont adaptés. On peut se faire rejeter plusieurs fois de lieux d'accompagnement. Valérie, vous avez ouvert un centre de jour pour celles et ceux qui se sentent comme des martiens sur Terre et qui ne trouvent pas forcément leur place dans d'autres structures. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces structures? Comment est-ce que vous l'avez développée? Et puis, quelles sont ses spécificités? D'accord, merci. Déjà, je ne suis plus tout à fait au même endroit qu'avant d'arriver, parce qu'on a visité cette salle de conso, il y a eu les exposés ce matin, et voilà, les choses bougent. Je ne sais pas si je les dirais tout à fait de la même manière que si je les avais dit avant. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Enaden, qui existe quand même depuis fort longtemps. C'est un centre médical pour personnes adultes en général, qui sont usagères de drogue et pour qui ça pose des problèmes. Donc il y a 4 structures qui existent depuis très longtemps, et en avril 2023, on a ouvert le centre de jour pour jeunes de 15 à 25 ans, parce qu'on a estimé que la frontière de la majorité justement était une frontière très artificielle par rapport à ce que les jeunes vivent, et on se rend compte dans le concret qu'ils cohabitent de façon vraiment intéressante, quoi. Et donc on s'adresse à des jeunes qui ont des problèmes liés à un usage de substances compliquées, mais aussi à des jeunes qui ont d'autres pratiques qui sont parfois délétères et des pratiques qui insistent et auxquelles ils sont collés, quoi. Alors, quel est le moteur, au fond, pour l'ouverture de ce centre de jour? D'abord, au fond, dans la plupart des centres pour jeunes, pour mineurs, le fait d'être consommateur régulier est plutôt une contre-indication pour entrer, pour plein de raisons. Aussi parce que leur fréquentation, du coup, est vraiment sporadique, ou bien parce qu'il y a un risque de faire traîner de poudre auprès des autres, etc. Donc, ça pose un problème. Donc, d'une certaine manière, presque dans l'intitulé de départ, c'est souvent une contre-indication. Ensuite, au centre de jour qui existe depuis 20 ans, à Enaden, ils ont essayé d'accueillir des jeunes adultes entre 18 et 25 ans, mais ceux-là n'accrochent pas.
parce qu'ils n'ont pas le même tempo que les gens qui sont accueillis. Il y a des gens au centre de jour qui sont là depuis de longues années et ils accueillent des gens jusqu'à parfois 60, 70 ans. Et les jeunes qui arrivent, ils n'ont pas un appel au même genre de présence. Même si c'est éventuellement une même position dans le travail, ce n'est pas tout à fait la même présence et c'est en tout cas pas le même tempo, ça c'est sûr. Donc, à partir du moment où on prend les conduites, par exemple l'usage de drogue, comme étant un traitement déjà de quelque chose. On l'avait dit dans l'intitulé, hein, le traitement de conditions de vie précaires, de trauma, mais aussi de ce moment d'effondrement que peut constituer l'adolescence. Je veux dire, il y a quelque chose quand même d'une confrontation à une altérité interne, quoi, que ce soit au niveau du corps ou au niveau des repères qui étaient valables dans l'enfance, et puis tout à coup, tout soudain, ça sonne faux, ça devient caduc, et il y a comme un espèce de vide de sens. Et là-dedans, effectivement, le produit ou la pratique problématique vient parfois répondre à ça et même essayer de le traiter, quoi. Ensuite, et c'est l'infirmier dans la salle de conso hier qui le rappelait, c'est que les jeunes ont parfois des conduites qui comment je dirais ça, qui frôlent le bord de la vie. Hein, et on est souvent dans une clinique du danger, hein, dans une clinique de l'acte en tout cas, et on peut pas masquer ça. On doit dire oui à ça pour pouvoir travailler, quoi. Il ne s'agit pas juste d'écraser ce qui vient traiter quelque chose, justement. Ensuite, du coup, on se rend compte d'ailleurs que la plupart des jeunes qui viennent, même en entretien de préadmission, ils parlent de quelque chose, d'une difficulté qui précède le début de la consommation et qui leur traîne dans la vie parfois depuis fort longtemps. Et au fond, c'est pour ça, mais ça, c'est pas seulement dans le centre de jour pour jeunes, c'est dans tout Enaden et dans bien d'autres institutions, évidemment, que la lecture, on peut avoir des lectures multiples, hein, de l'usage du produit, mais que si on le prend du côté de, c'est déjà un premier traitement de l'angoisse, du vide de sens, de l'agitation qui les habite, etc., on ne l'entend plus de la même manière, évidemment. Donc, comment, dans ce contexte-là, on peut se faire le partenaire de ces jeunes qui nous arrivent et de leur proposer un endroit pour accueillir la souffrance, en tout cas, et où ils pourraient trouver le lieu et la formule. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est de Rimbaud, et en plus, c'est pas moi qui l'ai retrouvé, puisque c'était dans le bouquin de Philippe Lacadet, L'éveil et l'exil, qu'il a écrit sur l'adolescence, qui est vraiment un bouquin que je trouve, on le relit en équipe pour le moment, c'est assez passionnant, mais l'idée qu'il puisse trouver un endroit, un lieu, trouver le lieu et la formule pour dire le grand vide qui les habite, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Et nous, on s'appuie vraiment là-dessus. Alors, comment est-ce que je ne vais pas perdre mon fil, moi ? Oui, on départ l'accompagnement par un énoncé. Et l'énoncé, il n'est pas toujours là où on l'imagine. C'est-à-dire qu'il ne vise pas toujours la consommation. Et que c'est leur porte d'entrée. Donc, on ne va pas leur dire « Ah, mais non, nous, on va travailler la consommation avec vous. » C'était Gladys Lutz ce matin qui disait comment vous disiez ça ? Quand on laisse la place au récit, on peut entendre la fonction. Eh ben, c'est vraiment de ça dont il s'agit au fond. Ils arrivent avec un énoncé, et même si ça ne concerne pas le produit, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent « Mais moi, j'en suis pas du tout à arrêter. Je ne peux pas me le permettre presque. » Donc, notre visée, nos premières visées en tout cas, pour tous, qui valent pour tous, parce qu'après, il y aura des visées singulières, c'est un accueil, un abri pour une existence bousculée ou pour une existence gelée parfois. Ça arrive. Un lieu collectif, donc une reprise d'un lien social, mais qui ne soit pas du côté d'une comment ils disent les jeunes ? Ils disent « Ah non, pas de pression, quoi ». Donc, pas trop de contraintes. Et c'est possible, on y arrive. Mais c'est vrai. Hein, donc, un lieu collectif et aussi construire les conditions d'une rencontre, parce que c'est la rencontre qui va faire qu'une narration va être possible. Donc voilà, c'est un peu ça les premières visées. Je peux peut-être m'arrêter ici pour le moment, et puis on continuera après.
Avec plaisir. Tu parlais de la question de l'altérité. Moi, je pense que ça vaut la peine de prendre un peu plus de temps pour parler de la question des mineurs non accompagnés, parce que là, il y a peut-être une double question d'altérité. On est à un âge où on change beaucoup, mais en plus, on change complètement de lieu de vie et on perd toute une série de repères. Et c'est les mêmes structures qui doivent s'adapter pour accompagner ce public-là et d'autres publics qui connaissent des situations complètement différentes. Tu parlais aussi des questions d'avenir, qu'est-ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Je crois que la question de la migration, on ne va pas pouvoir y échapper, il va falloir qu'on travaille beaucoup cette dimension-là ces prochaines années, et je pense que ça peut être une force d'ailleurs de devoir travailler ça. J'aurais voulu te redonner la parole, Laurent, pour creuser un peu ce sujet et puis voir comment vous avez dû vous adapter plus précisément et quels étaient peut-être les enjeux spécifiques à cet accompagnement. Alors, on essaie de s'adapter, mais c'est pas si simple que ça en pratique, parce que c'est pas une population unique, stéréotypée, et c'est une population très mouvante, c'est une population jeune. Les mineurs non accompagnés qu'on voit, qui ont des conduites addictives, donc qui sont pris en charge, sont souvent des enfants qui ont été maltraités aussi à l'origine, et qui migrent dans des contextes familiaux compliqués, qui ont initié des prises de substances dans leur pays d'origine, dans des contextes où c'était facile d'accès, et qui en deviennent dépendants. Mais ça a une fonction aussi. La question du traumatisme, là, elle est vraiment présente dès la petite enfance. Et quand on arrive à aborder ces choses, on retrouve des histoires de violences familiales, d'abus sexuels, etc. Et de migration, parfois aussi avec l'injonction familiale d'envoyer de l'argent, et aussi des intérêts économiques autour de ça, qui font que c'est une population qui est très vite l'objet de la mainmise de réseaux et de choses qui sont évidemment assorties de violences de toute nature, qui naviguent dans différents pays, donc qui testent différents dispositifs, et pour lesquels, en France, je trouve qu'on est un peu démunis avec des tentatives de structure, mais qui cristallisent, je dirais, les populations les plus compliquées, les plus difficiles, qui ont du mal à se mettre en œuvre, alors qu'avec un lien avec les adultes qui est très compliqué, parce qu'il a toujours été menaçant et insécure. Et je dirais que le premier objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre d'établir quelque chose qui, justement, permette de restaurer un lien, alors là, pour le coup, pragmatique, c'est-à-dire que c'est pas de la démagogie, c'est pas du paternalisme, c'est quelque chose de pragmatique sur la possibilité d'un lien sécure et durable dans le temps avec des adultes. Et ça, je pense que c'est une chose importante pour cette population, en sachant qu'il y a finalement peu de dispositifs et de structures. Les mineurs non accompagnés, à Paris, on en parle depuis 20 ans, enfin, c'est pas un truc nouveau. Maintenant, la masse fait que puis la visibilité de certains fait que c'est plus médiatisé, mais aussi parce qu'on est dans un contexte où on médiatise énormément ça. Ça, c'est compliqué aussi parce que la question de la minorité est vraiment une problématique majeure, c'est-à-dire qu'il y a une tension autour de ça. La Croix-Rouge a été impliquée dans la question du diagnostic osseux, etc. Et s'est fait attaquer extrêmement violemment parce qu'elle est traitée de collabo, etc. Parce qu'elle venait assumer une mission que normalement les pouvoirs publics et l'État devraient assumer, et pas un partenaire privé, puisque c'est privé, et c'était très compliqué. Et en sachant qu'en plus, moi je dirais que la chose qui, dans l'affaire, me choque le plus, c'est que cette question de minorité, je me resitue par rapport à mes enfants, par exemple. Est-ce que je considérerais qu'à 18 ans, ils sont complètement autonomes et en capacité de gérer comme tout un chacun, n'importe quel adulte, une situation ultra complexe, alors qu'ils sont victimes d'une dépendance, enfin qu'ils sont dépendants, et que ça a une fonction, qu'il y a des éléments traumatiques importants. Je pense que la question de la minorité est vraiment pour cette population à remettre en cause, parce qu'elle biaise complètement les prises en charge, elle décourage les intervenants, parce qu'ils savent qu'arrivés à la majorité, ils vont perdre tout contact et toute aide pour aider ces mineurs. Donc il y a vraiment des difficultés qui restent totalement ouvertes, à mon avis.
Laurent et Valérie l'ont évoqué, hein, finalement, cette question de la frontière entre la majorité et la minorité que nous, on a tendance à poser pour des raisons parfois qui sont liées au statut ou à l'état civil, mais que finalement, c'est une frontière qui est quand même beaucoup plus floue que ça. Et puis, Jade, je te voyais hocher la tête avec conviction. Donc, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur cette question. Et puis aussi de savoir, est-ce que finalement, peut-être aussi dans les consommations entre les plus jeunes et puis les adultes, est-ce qu'il y a... est-ce qu'on peut dire quelque chose des relations peut-être qui peuvent se tisser est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas trop de différence? Enfin, si tu peux creuser peut-être un petit peu ce sujet. Oui, parfait. Bien, je vais commencer par le premier pan de la question, cette question-là de la frontière, de la majorité, qui est évidemment une morale d'état civil. Hein. C'est pas net comme ça. Puis beaucoup de chercheurs ont appuyé sur le fait que cette différence-là, elle n'est pas biologique, elle est sociale, et on voit des changements de statuts sociaux très rapides dans les 30 dernières années. Par exemple, chez nous, moi j'ai été travailleuse de rue longtemps. Travailleuse de rue, chez nous, c'est travailleuse de proximité, avec des mineurs, fugueurs, des gens en évasion mineure, dans 2 structures qui ont réussi, mais c'est un tour de force total, à pouvoir travailler sans que la police puisse venir les chercher. Et ça, c'est un statut très particulier au Québec, là, et on a réussi à avoir ces ententes-là au début des années 90 parce que, justement, on travaille avec du 12 à 25 ans depuis très longtemps, et même avant, comme moi, j'étais encore en intervention, mais avec un voilier, et on va jusqu'à 35 ans. Et il y a des raisons à ça qui sont liées aussi au système économique, c'est-à-dire l'entrée dans la vie active a été de loin repoussée, c'est-à-dire que nos sociétés n'ont rien à promettre à ces personnes-là actuellement. On a des gens sur le marché du travail qui occupent des postes aujourd'hui, mais qui sont là de carrière dans des postes qui étaient alloués à l'entrée dans la vie active, c'est-à-dire travailler dans des cafés, des casse-croûtes. Maintenant, on a des gens qui vont y faire carrière. Donc, les plus jeunes, l'âge est repoussé. Donc, ça pose toutes sortes de problèmes. Et je pense que ça a été soulevé depuis ce matin. On fabrique en quelque sorte les conditions dans lesquelles se trouvent ces personnes-là aujourd'hui. On parlait des scènes de consommation où c'est même pas la consommation. Je pensais à ma collègue sociologue ce matin qui disait que les riverains, au final, ou même les usagers, lorsqu'ils parlent de ce qui se passe dans les trucs de cohabitation sociale, la drogue est absolument secondaire. C'est la pauvreté, c'est la précarité. Et ça, c'est un débat qu'on va devoir avoir. Comment on va enrichir, comment on peut promettre un avenir à des mineurs dans un contexte, puis je pense par exemple aux mineurs non accompagnés. Chez nous, c'est actuellement une problématique tout à fait nouvelle, c'est des gens en situation d'exil. Et c'est très nouveau, c'est eux qu'on voit dans la rue actuellement. Mineurs, des familles, et les équipes d'intervention ne sont pas du tout formés pour travailler dans des contextes comme ça. Et on politise, on instrumentalise évidemment cette question-là. Donc, je voudrais revenir pour parler des relations entre les plus jeunes et les plus vieux sur la question du non-recours. Parce que c'est une question qui se pose au Québec et elle a une raison qui me paraît assez clair quand on fait... Moi, je fais des recherches dans les quartiers, dans des quartiers où il y a un abandon total de l'État. Là, je veux dire, c'est des quartiers chez nous dont on n'entend jamais parler par ailleurs. On conserve notre vernis en Amérique de grande démocratie avec des politiques d'égalité, mais c'est pas vrai. Hein. La distribution des deniers publics est absolument inégalitaire sur le territoire. Donc, je travaille avec des jeunes dans des quartiers comme ça. Et parfois, ils se retrouvent avec 13 intervenants dans leur dossier, à des niveaux très différents, dans des services très différents. Ils ont des rapports avec les institutions qui sont de l'ordre de la pure méfiance, parce que
même les institutions, les associations, le communautaire s'est énormément institutionnalisé dans les 30 dernières années. Et la seule approche qui est valorisée comme dominante en intervention, c'est des approches cliniques, très individuelles, individualisantes par ailleurs. Et on sait qu'il y a des déterminants qui font que c'est... Je veux dire, il n'y a pas un individu qui peut venir à bout des déterminants sociaux, des violences structurelles. Et on s'est tiré dans le pied en intervention parce qu'on n'agit que sur l'individuel et on a laissé complètement de côté la question des liens sociaux. Et la finalité de l'intervention est très dans la normalisation puis la gestion des populations. Donc, ça se fait avec les mineurs aussi. Ce qui fait en sorte qu'on a des groupes, des jeunes, qui ne peuvent faire autrement que se rabattre sur les relations interpersonnelles vraiment hors circuit. Hors circuit, puis beaucoup d'associations, de communautaires, de milieux communautaires au Québec cherchent les mineurs, se demandent où ils sont, parce que la population est pas uniquement vieillissante. Là, je veux dire, on a beaucoup de mineurs, mais qui n'auront pas recours aux services pour des raisons notamment d'intrusion, d'intrusion dans la vie privée. Moi, j'appelle ça les damage-based approach. Ça veut dire toujours l'approche par la vulnérabilité, la victimisation, le trauma. On ne cherche pas à actualiser des espaces où soit potentiellement des capacités d'agir, justement. Puis moi, des fois, j'ai des jeunes, mais ils vendent de la drogue depuis qu'ils ont 12-13 ans. Ils ont des gros circuits, ils ont 18 employés. Je veux dire, c'est des entrepreneurs, là. Ils ont des compétences là, que personne ici n'a. Là. Et puis, on ne mise pas sur ces compétences-là. Parce qu'on les traite tout le temps de manière vulnérabilisante, qui associée à des troubles de comportement. Et puis, nos institutions sont en échec et plutôt que d'assumer cet échec-là, vont dire que c'est la complexité des cas qui explique l'échec. C'est le manque de collaboration des jeunes et des familles qui explique l'échec de nos institutions, plutôt que de se regarder et dire, ben, peut-être qu'on a pris des orientations qui sont très, très peu adaptées, en fait, aux besoins. Donc, il va y avoir comme un principe de presque d'autosuffisance, d'auto-approvisionnement. Et c'est là qu'on tombe dans des logiques de capitalisme de rue qui ont été soulevées plus tôt et qui mettent les individus dans des situations où là, ils peuvent vivre énormément de violence. Et pour moi, c'est important de se le rappeler qu'on fabrique ces conditions-là par nos pratiques. Plutôt que de toujours... il y a des gens... J'ai participé à une commission d'enquête sur les services de protection de la jeunesse et les commissaires étaient venus me voir en coulisses, me demander, mais Madame Bourdage, quand même, on s'est amélioré depuis 30 ans. Puis je dis, ben, on s'est sophistiqué dans la manière de se justifier. C'est ça qu'on a fait, en fait. On ne s'est pas amélioré, là. Je veux dire, on s'est sophistiqué, on s'appuie sur la science cognitive, science des comportements. Puis là, on explique qu'on est en échec parce que cette personne-là collabore pas bien. Donc, on a des bons usagers, des mauvais usagers, des bons jeunes, des mauvais jeunes, des bons délinquants, des mauvais délinquants, des mauvaises mères, des bonnes mères. On s'est juste sophistiqué, en fait, dans la manière dont on l'apporte. Donc. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport justement à cette sophistication et cette complexité dans laquelle rentrent les institutions quand elles sont en relation avec des mineurs. Il y a une notion un peu de prise de risque juridique qui crispe, j'ai l'impression, l'action des institutions dès que ça touche à des personnes qui sont mineures et ça peut fortement bloquer le travail. Il y a des solutions pragmatiques à trouver sur le terrain pour retrouver en tant que professionnel une manière d'avoir une relation normale et peut-être passer ces questions de droit à un autre niveau. Comment est-ce que vous avez travaillé ça et est-ce que vous avez pu sortir en partie de cette complexité juridique? Alors on va commencer par le droit. Il y a 7 ans en arrière, j'aurais rêvé d'être dans une salle et puis qu'on
on me donne cette définition. Je ne savais pas que ça existait. C'est la loi sur les stupéfiants qui nous dit que la réduction des risques, elle est aussi pour les mineurs. Vu que ça couvre toute la politique suisse des 4 piliers, quand j'ai vu ça, je buvais du petit lait parce qu'à l'époque, vous verrez ce qu'on a fait, mais on ne savait pas. On ne savait pas que si on était dans la légalité ou pas. Alors, on nous avait, je me rappelle du directeur à l'époque qui me disait c'est non-assistance à personne en danger et autres. Oui, mais jusqu'où, s'il arrive un accident, jusqu'où on est couvert, on passe des mauvaises nuits, mais on se dit pourquoi on fait ça. Puis là, j'ai une petite histoire à vous raconter qui va un petit peu crescendo. En 2017, en Suisse, on a des dispositifs mineurs et il y a une situation qui arrive lors d'une table ronde ou d'une séance. C'est une mineure, c'est catastrophique, elle se trouve à l'hôpital psychiatrique, elle a 16 ans, on la place dans l'unité adulte, ça va pas dans l'unité adulte. Est-ce que vous seriez d'accord de la prendre ? Pas de cadre légal, la direction se charge qu'on soit dans les clous au niveau légal. Et cette jeune fille arrive. À l'époque, on ne faisait pas de réduction des risques au parcours Horizon. C'était vraiment des règles. Si tu consommes la 3e fois, on va te mettre à la porte. Et on était très très fiers de le faire. Une imbécilité parmi tant d'autres. Et là, on accueille cette jeune fille et un jour, on la surprend en train de s'injecter. Qu'est-ce qu'on fait ? Panique à bord. Et je me rappelle d'une petite conversation que j'avais eue avec le directeur où j'allais chercher des seringues en disant maintenant on va ouvrir la porte de la réduction des risques. Au moment même où je parlais de ça, je ne parlais pas de réduction des risques. Honnêtement, il n'y avait pas de théorie derrière, il n'y avait pas de volonté derrière. C'était répondre à la situation à l'instant T. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la réduction des risques au parcours Horizon. Est-ce que c'était légal ? Est-ce que c'était pas légal ? Honnêtement, je vais vous dire, on s'en foutait. Ce qui avait été très compliqué, c'est 5 heures plus tard, j'avais la maman de cette jeune fille qui venait inquiète de la consommation de cannabis de sa fille. Là, je peux vous dire qu'en termes de créativité pour jongler, il a fallu en avoir. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec les mineurs en faisant de la réduction des risques. Ensuite, en 2018, les choses sont devenues beaucoup plus claires. On a commencé à travailler avec le concept de rétablissement, augmentation de qualité de vie, le sens qu'on met au parcours, que les gens, le sens qu'ils donnent à leur placement, le sens qu'on donne à leur placement aussi, parce que des fois, ils n'arrivent plus à donner de sens. Ce qui est sûr, c'est que chez nous, on ne mettra pas les gens à la porte quand ça ne va pas. Ils sortiront toujours par la grande porte. Ça c'est sauf j'ai 2 règles au parcours Horizon, il y a 2 règles. Il n'y a pas de deal dans la maison et encore c'est discutable et il n'y a pas de violence. Là ça c'est pas possible. Nous, quand on appelle la police, en règle générale, ils viennent parce qu'ils savent que c'est grave, mais les gens, ils reviennent toujours. Et puis c'est souvent, nous, la police, ils nous les ramènent, donc c'est comme ça. En 2017-2020, on a conçu une chambre qui s'appelait la chambre de créativité. La chambre de créativité, pour la petite histoire, c'était une chambre où les gens faisaient des bricolages à l'époque. Et nous, on ne voulait pas que les gens consomment dans le même lieu où ils dormaient. Et puis, il y avait cette chambre inoccupée. Et puis, on s'est dit, ouais, on pourrait installer quelque chose pour qu'ils puissent consommer quand même là-dedans.
c'était uniquement la sécurité pour eux et puis sécuriser l'équipe. Parce que des gens qui consomment dans des trains, dans des toilettes publiques et autres, ils risquent de mourir. Au parcours Horizon, les gens qui consomment, ils avaient un toit, il y a un défibrillateur, il y a du personnel qualifié. S'il y a quelque chose qui doit mal tourner, il y a une intervention qui est possible. C'est pour ça que c'est rigolo de parler de la légalité. Mettre quelqu'un dehors, tout le monde, mon équipe à l'époque aurait applaudi de dire « Ah oui, non, ça c'est trop, on va la renvoyer à l'hôpital psychiatrique ». Elle avait fait 18 mois d'hôpital, elle consommait quand même. Partout, ça consomme. J'ai travaillé dans le monde carcéral. Je peux vous dire que même en haute sécurité, les détenus peuvent consommer. Donc, ce n'est pas nous, éducateurs, qui arriveront à faire qu'on ne consomme pas. Donc, on commence à parler de cette chambre de créativité. Et puis on se dit oui, mais ça va pas parce que c'est pas adapté et autres. Alors on essayait de trouver des solutions. Et puis en fait, le constat des chambres qu'on avait chez nous, c'était oui, on va vous donner du matériel de réduction des risques, mais voilà parfois le résultat des chambres qu'on avait. Et ça, c'est absolument intolérable. Faire de la réduction des risques et puis avoir ces résultats-là, on avait été totalement pas assez loin. Et puis, entre ces images-là, et je peux vous dire que moi, j'aime bien parler, j'aime bien avoir comme support des images. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des mineurs qui ont la petite trousse Mickey et puis qu'il y a des seringues qui dépassent, cette image, elle reste dans la tête. Et puis, le domaine légal de est-ce qu'on peut faire de la réduction des risques avec les mineurs ? Mais ce n'est pas une question de est-ce qu'on peut ? C'est vous devez le faire. Parce que les gens, ces jeunes-là, ils ne vont pas arrêter. Hein. Je peux vous dire que la première photo que j'ai diffusée avant, elle vient d'un jeune. C'était catastrophique. Il a fait 3 OD à la Riponne. On fait quoi avec ça ? C'est quoi sa place ? Ses parents n'en peuvent plus. C'est pas qu'ils ne l'aiment pas ou autre, ou qu'ils le rejettent, c'est qu'ils ne peuvent juste pas affronter tout ça. Voir son enfant baigner dans des seringues dans sa chambre, c'est pas une image que ses parents méritent. Et ce jeune, il mérite d'avoir la dignité. La dignité, pour moi, ça passe encore avant, est-ce que c'est légal, est-ce que ça ne l'est pas. Et de là, on a créé la chambre de consommation contrôlée. Alors, ce n'est pas un espace de consommation sécurisé, parce qu'on doit jouer à l'époque, on jouait sur les mots. Donc, il y a des contrats, et cette salle est ouverte à nos mineurs. Il y a des contrats de consommation. Nous, ce qui nous énerve à l'équipe du Parcours Horizon, c'est quand ils consomment à l'extérieur. S'ils consomment, ils viennent consommer à l'intérieur. Parce que là, on peut encadrer et on peut faire quelque chose de ces consommations. On peut faire quelque chose. Alors, on dit toujours, et c'est peut-être l'impression que ça donne, on travaille sur les consommations, Non. On travaille souvent sur tous les autres pans avant la consommation. Et bizarrement, quand ça va mieux avec la famille, quand on commence à s'occuper un petit peu plus, qu'on commence à découvrir certains loisirs, la consommation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle baisse. Ça paraît idiot de le dire comme ça, mais la consommation, elle a un espace dans la vie d'une personne. Il va donner cet espace et après, c'est lui qui va décider aussi quel espace vont prendre d'autres pans de sa vie. Et quand ça s'améliore, on voit que la consommation, c'est quelque chose qui devient tout à fait secondaire. Donc voilà un petit peu le côté légal du Parcours Horizon.
Question pour terminer, un petit peu similaire pour toi, Valérie. On a parlé justement des enjeux moraux et de valeurs autour de l'accompagnement des jeunes et des mineurs. Et puis Olivier a parlé de justement comment est-ce qu'on met ça concrètement en place, avec quelles règles. Et du coup, est-ce que tu peux aussi nous dire, dans le centre de jour où tu travailles avec les jeunes, comment aussi est-ce que vous gérez ces questions de réduction des risques par rapport aux mineurs, les règles que vous mettez en place, comment vous faites pour que les jeunes s'y sentent bien, etc. Ouais, 5 minutes. Merci. Donc, au centre de jour pour jeunes, on propose un accueil sans jugement moral du symptôme. Mais néanmoins, il faut que la présence des jeunes soit compatible avec la vie collective. Parce que il faut que ça reste un lieu safe. Or, ils sont plusieurs. Donc ça, c'est toujours la gymnastique à inventer avec les jeunes qui viennent. Donc finalement, notre cadre, il est déduit évidemment de certaines exigences administratives et légales, et ça, c'est surtout pour les jeunes mineurs. Par exemple, un jeune qui n'arrive pas, on doit prévenir les parents. Voilà, il y a des choses, on est tenu de faire ce genre de choses, quoi. Par ailleurs, il y a la vie collective, on déduit pas mal, quelques habitudes par rapport à la vie collective. Par exemple, il faut qu'ils soient suffisamment à distance de la consommation le temps où ils viennent. Mais le temps où ils viennent, c'est 3 heures minimum. Donc voilà, peut-être qu'ils peuvent s'arranger par rapport à leur consommation pour pouvoir aménager un temps dans la journée où c'est possible. Et quand ils viennent, ils doivent être en état. Et ces termes sont, je dirais, volontairement flous. Parce que ça permet, par exemple, de reprendre un jeune à qui on dit « mais voilà, vous avez consommé un truc » et il nous jure, c'est grand Dieu que non. Et on lui dit « mais néanmoins, vous n'êtes pas en état ». Et ça, ils en conviennent. Et donc, ça permet, il y a une base de travail, il y a une base de conversation. Et du coup, ils peuvent le reprendre après autrement, quoi. Par ailleurs, dans la vie collective, il y a aussi le fait qu'on les attend à la réunion communautaire. Donc la réunion communautaire, elle est obligatoire. Mais ça veut dire quoi obligatoire? Ça veut dire que un jeune qui n'est pas venu 2 semaines de suite à la réunion communautaire, on va lui dire « mais vous n'y étiez pas, pourtant c'est obligatoire ». Et on travaille ça avec le fait qu'il ne vient pas, malgré que ce soit obligatoire. Il n'y a pas une espèce de menace ou d'enjeu là-dessus. Simplement, on sait que la réunion communautaire est importante pour la vie collective, quoi. Après, il faut aussi des conditions d'une rencontre. Pour ça, il faut qu'ils soient un peu là. Alors ça, c'est la difficulté du centre de jour, c'est qu'ils doivent décider tous les jours de venir. Donc on dit, voilà, on vous propose de venir au moins 18 heures par semaine, par tranche de 3 heures, comme ça, qui peuvent se mettre un peu comme ils veulent, mais ils l'envisagent un peu à l'avance. De nouveau, s'ils ne sont pas là les 18 heures par semaine, c'est une base de travail, quoi. Qu'est-ce qui les empêche de venir, au fond, puisque c'est un lieu où ils ont choisi d'être là. Voilà un peu le cadre dans lequel on travaille. Alors, quels sont les outils? Les outils, c'est un peu partout, comme partout où il y a des jeunes. Il y a des moments collectifs, la vie quotidienne, des activités, des trucs comme ça. Et puis, il y a aussi des moments individuels, des entretiens avec leurs référents. Ça, c'est aussi une particularité, c'est qu'après 15 jours de séjour, ils peuvent choisir leur référent. Et ça c'est un truc que j'avais pas encore vu ailleurs qu'à Enaden. Ça existe certainement ailleurs, mais quand même, c'est faire un pari sur le transfert, quoi. Et parce qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, qu'ils choisissent l'un plutôt que l'autre. Ça peut être l'activité qui a été animée, ça peut être juste une conversation, ça peut être un éclat de rire la veille, on ne sait pas. Mais ça fait lien tout à coup. Donc voilà, mais un outil de travail, je dirais l'outil de travail plus important, et là il est transversal par rapport à tout ce que je viens de dire maintenant, c'est une orientation de travail qui fait que nous, on est guidés par des questions comme quel est son rapport à l'autre ? Est-ce que l'autre, c'est un partenaire ou c'est quelqu'un de menaçant? C'est quand même intéressant de repérer ça, parce que ça ne donne pas du tout la même présence, la nécessité à ce moment-là d'être à ses côtés, elle ne se met pas en scène de la même manière, quoi. Par ailleurs, à quoi lui sert sa consommation? C'est un outil manifestement, mais lequel? Et puis ensuite, quels sont les points d'appui qu'il peut trouver?
il y a un moment où, et ça se voit au détour de la vie communautaire, au détour des activités, etc. Alors, notre lieu, c'est un laboratoire. Donc, c'est un laboratoire qui peut interroger. Et par exemple, dans cet espace de réunion communautaire, il l'interroge sous forme de « est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ? Et c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Et ils ont mis ça a donné lieu à la création, par exemple, d'un bar, ce qui est quand même paradoxal dans un lieu comme ça. C'est-à-dire que comme centre de jour, on ne peut pas leur donner même un café. Voilà, c'est comme ça. On est subsidié pour payer les activités, mais pas la nourriture, pas les boissons. Ils peuvent avoir un verre d'eau, c'est tout. Ils ont dit que ce n'était pas rigolo du tout, et on leur a dit, mais faisons un comité pour voir ce qu'il y a moyen de faire, avec au moins un jeune et au moins un travailleur. Eh bien, il y a depuis 1 an qui tourne un bar où il y a prix coûtant, du café, du thé, des pâtes, des sauces qu'ils font eux-mêmes, etc. Et chaque fois, on va voir dans la caisse ce qui reste et si on peut faire des croque-monsieur, parce que c'est ça l'idée qu'ils ont eue, etc. Donc un bar autogéré. Et il y a autant de projets de ce type-là. Il y a un coin tapis dont ils sont à la base, etc. Donc voilà, c'est un outil à leurs mains. Merci beaucoup. On va abuser de notre privilège de pays hôte pour prendre 1 ou 2 questions de la salle, les plus brefs possibles, s'il vous plaît, parce qu'on a en fait un tout petit peu dépassé notre timing. Est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 questions ? Oui. C'est la course. Bravo. Une question brève, donc elle sera un peu brutale, mais je voudrais remercier Olivier Douce et Jade Bourdage. Il me semble que vous avez notamment clairement dit à quel point l'approche trop tôt psychothérapeutique pouvait être négative, et vous avez tous les deux travaillé, toi Jade en insistant sur les déterminants sociaux, toi Olivier au nom de l'approche pragmatique, sur quelque chose qui est, il s'agit moins d'aller occuper l'espace de ces adolescents que de tourner autour. Alors moi, j'ai une culture analytique qui est très démodée, très décriée. J'en assume une partie, j'en critique une autre. Je vais faire court. Il y a un bouquin qui s'appelle « Le vide qui nous occupe » d'une psychanalyste qui s'appelle Hélène Leuillet, qui vient de sortir. Ce qui est intéressant, c'est comment vous entourez et comment vous laissez cet espace ensuite se transformer de l'intérieur. Voilà. C'est bien ça que vous vouliez dire. Il ne s'agit pas d'être contre la psychothérapie, mais qu'elle arrive en son temps et qu'elle ne vienne pas coloniser, pour reprendre ton image, l'espace de l'autre. C'est tout. Alors moi je voulais juste dire, je fais du travail social, je m'improvise pas psychologue et autres. C'est déjà assez compliqué pour moi de faire du travail social, donc je laisse les professionnels, et on a des très bons professionnels, faire leur travail. Et c'est clair qu'on accompagne aussi ces jeunes dans des psychothérapies, mais je reste bien dans mon champ, ça c'est une évidence. J'adore ce que j'entends. Parce que ça, c'est un autre problème. On a des intervenants au Québec qui sont en employabilité, par exemple, et qui vont complètement outrepasser leur mandat et se mettre à faire de l'évaluation psychosociale, alors qu'ils n'ont pas du tout les compétences. Ils vont diffuser les rapports prédécisionnels. Et là, on a des gamins là, qui ont des dossiers, ils arrivent à 18 ans, tout le monde sait qui ils sont, même plus qu'eux-mêmes. C'est terrible. Donc, je te remercie beaucoup de parler de ça, parce que une des choses qu'on interroge trop peu en intervention avec des mineurs, c'est la finalité. Quelle est la finalité de notre intervention? Et puis, chacun aura bien sûr des réponses différentes à cette question selon le rôle, la fonction, la formation, la socialisation professionnelle est extrêmement importante aussi dans la réponse à cette question. Mais moi, j'enseigne en travail social et souvent, je fais l'exercice avec mes étudiants. Je leur pose cette question, quelle devrait être la finalité de l'intervention en travail social? Et là, ils y vont de toutes les réponses, sauf celles que je cherche, se rendent inutiles. Excusez-moi, là, c'est la base, là. Se rendre inutile, faire en sorte justement de décentrer. Et c'est pour ça que je dis que l'approche clinique, elle est biaisée parce qu'elle met l'intervenant au centre de tout.
Et ça, c'est très dommageable dans la relation qu'on peut construire avec des personnes. Et c'est un art d'être capable de se décentrer comme intervenant, de retrouver sa place, c'est-à-dire bien en dessous de celle dont il est question. C'est pas de nous dont il est question. Et ça, je veux dire, ça a l'air vraiment banal de dire ça, mais c'est pas banal parce qu'on a oublié ça en intervention, le décentrement. Moi, je sais, quand je suis sur le bateau, souvent, il y a des gamins, ils me disent « Mais à quoi tu sers? » Mais à rien. À rien. Mais dans le fond, moi, je sais ce à quoi je sers à ce moment-là précis. Je suis en train de juste mettre à disposition un espace pour qu'eux créent des relations entre eux. Développe du capital social. C'est le nerf de la guerre pour les jeunes, développer un capital social qui fait en sorte qu'on va pouvoir entrer en relation les uns les autres sans avoir à faire des transactions symboliques avec notre corps, des transactions symboliques avec des substances. Je veux dire, du capital social. C'est le nerf de la guerre avec les jeunes. Être capable de les accompagner, de disposer d'espace. Et moi, je dis souvent, un des problèmes, je crois, en intervention avec des mineurs, c'est tout simplement et bêtement, on a oublié de faire des trucs avec eux. On ne fait plus rien avec les gamins. On intervient. On gère. On est des vrais mégères, en fait. On est des mémères de contenu. On veut tout savoir. On veut savoir c'est quoi leur trauma. On veut savoir c'est quoi leur comportement déviant. On veut tout savoir. Mais c'est ça aussi. L'histoire du travail social est très liée au contrôle social puis au contrôle des populations. Et ça, des fois, moi, j'enseigne à des étudiants, ils arrivent en 3e, 4e année, je suis la première à leur nommer. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête sur cette magnifique conclusion. Bravo.